Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence. L'actualité du contexte économique et fiscal a tout pour la transmission d'entreprise. C'est une question. 4 intervenants pour nous répondre, 3 avocats et un partenaire financier. Présentation du cabinet d'avocats. Pierre Andreau, fondateur de la compagnie juridique que certains d'entre vous connaissent, avocat spécialisé en droit fiscal et en droit des sociétés. Anouk Delobe, avocat fiscaliste. Guillaume Rivet, avocat spécialisé également en droit des sociétés. La compagnie juridique se compose d'autres membres, Jean-François Gossin, jeune collaborateur, Tiffaine Guimbard, au revoir Tiffaine, ici présente, et Marie Andreau, avocat associé spécialisé en droit du travail. Un partenaire financier, M. Xavier Martinez, directeur de la gestion privée CCSO. Merci. Alors, l'actualité du contexte économique, le contexte économique, on le connaît tous. Le contexte fiscal, on le connaît aussi, vous allez nous le rappeler. L'aspect économique, l'aspect juridique. Première question, pourquoi avez-vous choisi le thème de la transmission d'entreprise dans ce contexte? La fiscalité, elle a 2 inconvénients actuellement. Je vais passer rapidement dessus, mais je dois le dire. Le premier inconvénient, c'est celui de ce qu'on va appeler de l'insécurité. C'est une note générale de la fiscalité, qui se manifeste de 2 manières. La première manière par une méthode que l'on appelle une méthode de gestion de rattrapage des pouvoirs de l'État, utilisée par le pouvoir de l'État. C'est un rattrapage, je dirais, un peu stratégique, c'est la rétroactivité. Alors c'est un premier facteur d'insécurité. Et le deuxième facteur d'insécurité, c'est ce que j'appellerais, moi, la brutalité fiscale. La brutalité fiscale qui est malheureusement de plus en plus présente dans notre contexte français. Par exemple, on va prendre le cas des bonnets rouges, par exemple. Alors, vous savez ce que c'est que ce mouvement des bonnets rouges, c'était le mouvement sur l'écotaxe. La rétroactivité, c'est rapidement, on s'en plaint toujours, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. La rétroactivité fiscale, c'est, si vous voulez, contrevenir à un principe de sécurité de la vie française qui est donné d'abord par, je dirais, la loi civile, puisque notre origine est d'abord une origine de société civile avant d'être devenue une société exorbitante du droit commun par le droit administratif et par le droit fiscal. La loi civile dit toujours la loi ne peut valoir que pour l'avenir. C'est forcé puisque je suis propriétaire d'une maison, je l'ai achetée dans un certain contexte, et puis on me change la loi civile, je ne suis plus propriétaire de ma maison, je n'en ai plus que la jouissance, j'ai payé, il y a un principe de sécurité économique qui repose sur des principes juridiques de loi civile. L'État, lorsque ce fut fait en 1803, c'est l'article 2 du Code civil, l'État à l'époque était civil. Il n'y avait pas une puissance vraiment exorbitante reconnue à l'État. On avait fini les grandes périodes de la Révolution, donc on était revenu dans un cycle à peu près un peu plus normal, et l'État appliquait le principe civil de non-rétroactivité. La Constitution des droits de l'homme, qu'on va retrouver en droit pénal, et je remercie un de nos amis, un grand pénaliste, d'être ici présent, Maître Gontier, de dire la loi ne doit établir que des peines strictement évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Vous voyez, donc, si j'ai commis un crime ou un délit, eh bien, il faut que la loi existe au moment où je le commets et je ne vais pas être puni par une loi pour quelque chose qui serait passé postérieurement ou une loi viendrait venir antérieurement au fait pour vouloir me punir. Donc un principe de stabilité qui est un principe de stabilité de la société. Or, il se trouve que l'État n'est pas soumis à la loi civile. L'État est soumis aux règles qu'on appelle des règles exorbitantes du droit commun, qui sont des règles constitutionnelles,
La Constitution ne reprend pas le principe de la non-rétroactivité. Et donc l'État a la possibilité de faire des lois rétroactives ou de passer des accords internationaux rétroactifs. Tant que tout va bien et que la société économique est en expansion, ça pose aucun problème. Parce qu'on ne va pas les rattraper sur le passé, puisqu'on sait que l'avenir va être meilleur. L'État tape à un moment, il n'a pas besoin de revenir en arrière pour rattraper des recettes qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas faites. Quand ça va moins bien, comme c'est le cas depuis quelques années, on fait du rattrapage. Et le rattrapage se fait par la rétroactivité fiscale. Donc la loi fiscale, elle va utiliser principalement ce qu'on appelle, que vous connaissez tous, vous ne l'avez peut-être pas nommé, mais vous le connaissez tous, c'est la petite rétroactivité. L'impôt, par exemple, si je prends le cas de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, l'impôt prend sa racine à la fin de l'année, sur la base de laquelle vos revenus sont calculés. Donc l'année durant laquelle vos revenus ont été procurés s'est écoulée, et c'est à la fin de l'année qu'on vous dit comment vous allez être prêté. Vous voyez, c'est quand même... Ça, c'est un principe des comptes de l'État. C'est très fort. Donc ça permet de faire un certain nombre de retours. Ça, c'est, je dirais, une rétroactivité positive. Mais vous avez aussi une rétroactivité négative. C'est qu'on a accordé un certain nombre d'avantages fiscaux, des contrats d'assurance vie, par exemple, pour une durée de 7 ans, 10 ans, 15 ans, etc., à une certaine date. Et puis, d'un seul coup, on se dit, non, c'est pas possible, il nous faut des recettes. Tac! On change la règle du jeu et on dit, pour les contrats en cours, pour l'avenir, et oui, on ne peut rien dire, pour l'avenir, on supprime le bénéfice fiscal que l'on avait accordé dans le passé et qui devait encore courir pendant un certain nombre d'années. Ou bien, on rajoute une taxe supplémentaire sur ce créneau fiscal sur lequel vous aviez mis vos économies et pour lequel on voudrait bien faire une ponction pour améliorer le budget de l'État. Donc c'est une quête, si vous voulez, le rattrapage par la rétroactivité est une quête qui permet de prendre dans le passé ce que l'État ne peut pas trouver dans le présent ou n'envisage pas de trouver dans l'avenir. C'est moins sécurisant et donc on s'est dit que ce grave problème, de plus en plus fréquent, eh bien, devait avoir certainement une conséquence sur la volonté ou non de céder ou d'acheter les entreprises. Une entreprise, généralement, économiquement, on considère que tous les 10 ans, une entreprise change de main. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas, selon les secteurs d'activité, mais tous les 10 ans, ça change de main. Donc, c'est une question importante. Est-ce que d'un seul coup, les entreprises vont plus se mettre à changer de main? Pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Ça pose des problèmes importants. Plus de 25%, on va le voir, plus de 30% de la population des dirigeants a plus de 55 ans. Donc imaginez si on gèle les cessions d'entreprise, les cessions qui vont disparaître sans succession, au sens large du terme, elles vont devenir de plus en plus importantes. Voilà, je vous avais résumé un petit mouvement, là, que la fronde des pigeons, vous vous souvenez ce que c'était la fronde des pigeons, pour vous imaginer les choses. On dit à partir du 1er janvier 2013, c'est en octobre, loi de finances 2012, donc, on dit à partir du 1er janvier 2013, on supprime l'impôt forfaitaire à 19% pour les plus-values de cession de valeurs mobilières. Donc on faisait la cession d'un contrôle, on savait grosso modo qu'on était taxé à 19% et qu'on n'avait pas, à part les prélèvements sociaux qui existaient, on n'avait pas d'autres impositions à supporter. On change le système, on dit c'est fini, on n'applique plus ce système. Et donc le taux va se trouver bien sûr augmenté. Alors les règles sont un peu plus compliquées, on vous les exposera tout à l'heure. La fronde de ce qu'on appelle les pigeons monte sur Internet. Le gouvernement dit on abandonne. La loi de finances, donc, qui a gouverné la France pendant tout 2013, décidée en fin 2012,
Donc là, on avait pris une mesure pour l'avenir, on s'est dit, tranquille, les créateurs d'entreprises, de start-up, eh bien, bénéficieront, dans certaines conditions, du taux, seront les seuls à bénéficier d'un taux qui reste à 19%. La loi de finances 2013, eh bien, ça a été très simple. On a pris une disposition, principe de petite rétroactivité, on a pris une disposition pour dire, on réforme finalement la totalité du calcul, du régime de calcul des plus-values, et on ne dit rien d'autre, mais automatiquement, par principe d'affectation de l'impôt, ça rétroagit au 1er janvier. Donc, les pigeons, qui se sont appelés les pigeons, ont été vraiment les pigeons. Parce qu'on a fait semblant de leur accorder ce qu'ils demandaient pour calmer le jeu, et un an après, on a dit, il n'y a pas de raison, l'égalité, tout le monde au même régime, conclusion, paf, le régime d'exonération particulier qui leur avait été accordé a été de facto supprimé. Il n'y a pas eu de loi spéciale pour ça, pour dire on supprime, il n'y avait pas eu besoin. Principe d'application de la petite rétroactivité légale. Donc, voilà notre contexte. Dans ce contexte fiscal, on a un contexte économique. On se pose des questions, est-ce que les dirigeants sont les décideurs des cessions? Ou est-ce que c'est la taille économique de l'entreprise qui fait la cession? Question. Parce que ce n'est pas évident qu'on dise, bon, c'est le dirigeant qui décide de la cession. Les facteurs économiques interviennent, des nécessités personnelles peuvent intervenir, certes, mais c'est généralement, on ne vend pas une entreprise qui ne vaut rien, parce qu'elle n'est pas à vendre. Donc, il y a des facteurs économiques. Est-ce que les facteurs économiques prédominent par rapport à la volonté de l'entreprise? Ou par rapport à la volonté du chef d'entreprise, par rapport à l'état de santé morale du chef d'entreprise? J'en ai marre, je ne peux plus supporter, je vends tout de suite, je me débarrasse de tout. En réalité, on constate une chose, si on peut passer un tableau... Voilà, on constate une chose que vous allez voir sur le tableau des sessions. Alors, excellente étude, la BPCE a un observatoire et il rédige régulièrement, le carnet de la BPCE rédige assez régulièrement, depuis 2011, des statistiques sur les cessions et transmissions. Sur 208 000 entreprises, 15 142 sont cédées, en moyenne. Hein. C'est-à-dire 7,3% des entreprises. La première constatation, c'est que le montant, les transmissions qui sont faites ici dans les entreprises de 10 à 19 salariés sont pratiquement 50% du total des cessions de l'entreprise. Donc les petites entreprises se cèdent de manière très fréquente. Une entreprise sur deux qui est cédée est une petite entreprise. Petite entreprise 10-19. Hein. En dessous, c'est de l'artisanat. Ça ne rentre pas dans la même statistique, c'est encore autre chose. On constate une deuxième chose, c'est le taux. C'est ça qui me semble le plus intéressant, mais il faut croiser les deux données. Les taux de cession, c'est-à-dire combien de fois une entreprise est-elle cédée? C'est ça qui est important. Dans les taux de cession, on voit que les cessions de ces petites entreprises, qui représentent 50% de cession, en fait, le taux de cession n'est que de 6%. Alors que le taux de cession des entreprises qui se vendent quantitativement moins est de 18,2%. Donc il y a beaucoup plus de taux de renouvellement des cessions dans les entreprises plus importantes que dans des entreprises moins importantes. Une stabilité des dirigeants plus importante dans les petites entreprises et moins importante dans les plus grandes. Ça paraît évident, mais personne n'avait fait ce constat. Et chaque fois, si vous prenez une catégorie ici, elle est toujours supérieure à la catégorie du dessous. Catégorie au-dessus, 50-99, est supérieure à 20-49. Vous voyez, le taux de renouvellement. Donc ça veut dire que, et la crise de 2008-2009, donc c'est bien quelque chose qui est contemporain et qui veut dire quelque chose. Ça signifie principalement que la fréquence des cessions dépend de la taille, le nombre de cessions dépend de la volonté, puisque plus l'entreprise est petite, plus le dirigeant... Alors, est-ce que l'âge fait quelque chose? Dernière donnée. Eh bien, l'âge ne fait pas grand-chose, puisque
plus de 52% des entreprises qui ont un chef d'entreprise de 60 ans et plus, 48% des entreprises qui ont un chef d'entreprise de plus de 60 ans sont vendues. Ça veut dire qu'il y a 52% des entreprises avec des chefs d'entreprise d'un plus jeune qui sont vendus. Le plus grand nombre d'entreprises vendues ne dépend donc pas du vieillissement de la population des chefs d'entreprise. C'est donc bien un facteur économique qui prévaut et non pas un facteur de volonté des propriétaires du capital. En viticulture, c'est juste l'inverse, rapidement, parce que je ne sais pas si quelqu'un est intéressé par le domaine de la viticulture. C'est tout à fait l'inverse. À plus de la moitié, on me dirait, on va simplifier, plus la moitié des entreprises viticoles qui se cèdent se transmettent dans le cadre familial et avec des chefs d'entreprise qui ont 60 ans et plus de 60 ans. C'est normal, ça vérifie une chose, c'est que quand on est dans l'agriculture, on est plutôt généralement le fils de ses parents et on a un enfant qui a fait des études agricoles ad hoc pour pouvoir continuer dans la viticulture et poursuivre, on reste dans le cadre familial et on veut conserver le patrimoine familial. Enfin, la dernière chose, c'est le coût de l'argent qui est attractif. Bon, je ne veux pas faire une étude statistique sur les taux monétaires. Je veux simplement faire remarquer qu'il y a deux limites quand même au taux de l'argent faible. Le taux de l'argent faible favorise, vous allez me dire, l'acquéreur, c'est vrai. Mais ça favorise de manière limitée l'acquéreur, pour une raison simple, c'est qu'on demande de plus en plus des parts d'autofinancement, d'apport personnel importants. Et deuxièmement, on demande des garanties financières aussi qui sont plus importantes. Comme l'a exposé Pierre Andreau, il y a eu un net durcissement de la fiscalité ces dernières années. Et justement, il y a quelques années, on se posait la question et on se disait finalement, la France, une sorte de paradis fiscal de la transmission d'entreprise. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositifs. Et aujourd'hui, même si ces dispositifs ont été pour partie un peu amputés, ils demeurent toujours en vigueur aujourd'hui. Tous ces dispositifs permettent donc d'optimiser la transmission de l'entreprise. Alors je vais les passer rapidement, pour la plupart, vous les connaissez au moins de nom. Donc il y a les pactes du Treil qui permettent d'avoir un abattement de 75% sur la valeur de la donation d'une entreprise ou d'une entreprise individuelle, des titres de société ou d'une entreprise individuelle. Les abattements pour durée de détention sur lesquels je vais revenir de manière un peu plus précise après, sur les plus-values en cas de cession de titres, les abattements sur plus-value imposables lors du départ à la retraite qui jusque-là faisaient l'objet d'une exonération totale pour le chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un abattement, mais qui peut conduire également, on le verra, à une exonération totale de la plus-value. Vous avez également les exonérations sur les cessions d'actifs par une entreprise soumise à l'IS qui cède une branche complète d'activité ou son fonds de commerce. Elle bénéficie d'abattements spécifiques sur cette cession. Vous avez également, on n'en parlera pas dans notre exposé, pour les entrepreneurs individuels, des exonérations en fonction des recettes. On peut combiner, dans le cadre d'une transmission, cela avec les réductions pour âge du donateur, qui ne s'appliquent qu'en pleine propriété, c'est une réduction de 50% de droits. Les donations d'entreprise aux salariés, également avec un abattement de 300 000 €. Sur les donations, vous avez également un paiement fractionné et différé. Les droits d'enregistrement réduits pour les cessions d'actions, qui est un droit d'enregistrement de 0,1, alors que pour les cessions de parts sociales, c'est 3%. Vous avez également tout ce qui est régime de faveur en matière de fusion, scission, apport partiel d'actifs, avec une neutralité fiscale qui est assurée. Le régime des sociétés mère-fille avec l'exonération partielle sur les distributions de dividendes qui aboutit en fait simplement à une imposition à l'impôt sur les sociétés d'une quote-part de 5% du dividende qui est versé de la fille vers la mère, ce qui est très fréquemment utilisé justement avec l'intégration fiscale dans le cadre des opérations de LBO. L'exonération partielle des plus-values de cession de titres de participation détenues depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire lorsqu'une société détient
des participations dans une autre société depuis plus de 2 ans et qu'elle cède ses participations, eh bien, elle bénéficie d'une exonération totale sur la plus-value de cette cession. Quelle est la durée de vie de ces mesures? Alors la durée de vie de ces mesures, comme l'a expliqué Pierre Andreau tout à l'heure, elle dépend évidemment, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'à tout moment, la loi de finances qui va être votée au cours de l'année peut mettre fin à toutes les mesures qui existent aujourd'hui. Bon, enfin, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont quand même des mesures pérennes, notamment le pacte du Trade qui existe depuis plus de 10 ans. Et puis, enfin pour ne citer que lui, mais bon, c'est quand même majoritairement des mesures pérennes, puisque l'objectif quand même du gouvernement est de favoriser la transmission d'entreprises et les investissements en France. Voilà. Alors, je vais passer sur l'aggravation, enfin je vais vous dire en fait à quelle sauce fiscale vous allez être mangé lorsque vous cédez les titres de votre société. Alors on voit en effet là encore, c'est ce qu'on disait en introduction, une aggravation du taux de l'imposition de la plus-value, puisqu'on était à un taux forfaitaire en 2010, un taux qui était assez bas, puisque c'était 18%. On voit que ce taux ne va cesser d'augmenter jusqu'en 2014, et depuis 2014, eh bien, les cessions d'actions ou les cessions de parts sociales sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire donc en fonction de votre propre tranche marginale. Des abattements qui existaient en 2010 qui ont été supprimés, des prélèvements sociaux qui passent de 12,1 à 15,5 sur la même période, et donc on peut arriver à la conclusion suivante, c'est que les taux d'imposition hors abattement passent de 30,1 à 58,2% entre 2010 et 2014, ce qui est quand même assez significatif. Alors malgré cela, vous avez quand même des abattements spécifiques que je vais vous exposer. Premier principe, vous avez des abattements qui sont des abattements généraux. Vos titres de société sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Par contre, vous avez un abattement général pour durée de détention. Lorsque vous détenez vos titres depuis plus de 2 ans, cet abattement est de 50%. Et au-delà de 8 ans, l'abattement est de 65%. Ces abattements, ce qu'il faut signaler, que je n'ai pas mis dans les slides, c'est que ces abattements ne s'appliquent pas aux prélèvements sociaux. Donc par contre, vous payez les prélèvements sociaux de 15,5 sur la totalité du montant de la plus-value. Donc ça, c'est le régime général qui s'applique à tout le monde, à toutes les sociétés. Ensuite, vous avez un régime incitatif qui a été adopté un petit peu dans le prolongement de la lutte des pigeons. Et ce système est le suivant. Donc il y a 2 conditions pour rentrer dans ce système qui est dit régime incitatif. Tout d'abord, il faut être une PME au sens communautaire du terme. Donc là, je passe assez rapidement, c'est moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires, principalement. Et il faut également que le capital soit détenu à 75% par des personnes physiques directement ou indirectement au cours du dernier exercice. Il faut que cette PME soit créée, et c'est là le critère le plus important, que cette PME soit créée depuis moins de 10 ans. Donc si vous avez votre société qui a été constituée depuis plus de 10 ans, eh bien vous ne pouvez pas bénéficier de ce régime incitatif. Régime incitatif où là les abattements sont nettement supérieurs, puisque vous avez 50% pour les titres entre détention de 1 an à 4 ans, 65% de 4 ans à 8 ans, et ensuite, au-delà de 8 ans, 85%. Vous avez également, puisque l'exonération totale pour départ à la retraite du chef d'entreprise a été supprimée, mais le gouvernement a voulu faire bénéficier aux dirigeants d'entreprise du régime incitatif, à la condition, il y en a 4, que la cession de la totalité des titres que le dirigeant cède la totalité de ses titres, ou au moins s'il détient 50%, plus de 50% du capital, il doit céder plus de 50% de ses droits de vote. Cette cession doit intervenir 2 ans avant ou après la prise de jouissance de sa retraite. Il doit avoir détenu 25% des droits de vote ou financiers lui-même ou avec son groupe familial. Également, il doit avoir été dirigeant pendant 5 ans. Et enfin, en cas de cession à une société, il ne doit pas
détenir de participation dans cette société. Donc le régime, les abattements sont les mêmes que pour le régime incitatif, donc je ne reviendrai pas dessus, mais en plus de ces abattements qui peuvent aller jusqu'à 85%, vous avez une réduction spécifique de 500 000 € sur la plus-value avant abattement pour durée de détention. C'est-à-dire que lorsque vous calculez votre plus-value, vous avez le montant de votre plus-value brute, vous faites l'abattement de 500 000 € et ensuite vous pratiquez les abattements de 50, 65 ou 85% selon le cas. Il faut savoir également que ce régime incitatif peut bénéficier à la famille du dirigeant qui partirait en même temps que lui, à condition qu'ils aient les mêmes durées de détention que le dirigeant, et également aux cofondateurs de l'entreprise. La condition essentielle, la réponse elle est oui, mais non. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça, parce que la loi a bien prévu des parachutes en ce sens pour se préserver. Quand on bénéficie des exonérations pour cession et départ à la retraite, on n'a pas le droit de revenir travailler, de rester dirigeant de son entreprise et de travailler dans cette entreprise. Sinon, on se fait retoquer et l'exonération dont on a bénéficié, les abattements dont on a bénéficié, sont repris. Alors, vous voyez le portrait de Marie Durand, qui est une de nos associées. Elle est absente, je prends donc la parole à sa place, mais on voulait vous montrer qu'elle existait bien. Voilà. Dans un autre temps, on fera ça en vidéo, de là où elle est, elle pourrait nous faire une petite conférence là-dessus. On peut le faire. Voilà, la loi nous l'interdit, mais on peut le faire. Il faut prendre quelques précautions. La première précaution, c'est d'abord de ne pas reprendre un poste de direction, pas être administrateur, pas être président, ni directeur général, ni président de quelque organe qui permette de requalifier l'ancien cédant revenant travailler comme un dirigeant. Le deuxième critère, c'est de ne pas être salarié. C'est d'être TNS. Alors TNS, ça veut dire qu'on a une position de conseil dans l'entreprise, ou bien, attention à la requalification, ou bien on travaille dans une société de conseil qui a été constituée ad hoc, comme on dit, et cette société ad hoc vient faire des prestations de conseil à l'ancienne société dans laquelle le dirigeant retraitant était lui-même propriétaire du capital. Mais attention là aussi, risque de requalification, on ne peut pas, si on fait une société de conseil, n'avoir qu'un seul client, parce que là, ça sera requalifié en salaire déguisé. Voilà. Bon. Donc on peut, mais sur la pointe des pieds, et avec grande discrétion. Moi, je vais passer assez rapidement sur, mais c'est quand même parlant, sur deux tableaux qui vous résument en fait l'imposition effective de la plus-value qu'on a vu avant. Donc en régime général, vous voyez que détention inférieure à 2 ans, vous avez un taux d'imposition de 58,2%, ce qui est proche du confiscatoire. Détention supérieure à 2 ans, 35,7%, et détention supérieure à 8 ans, 28,95%. Sachant qu'on est parti pour déterminer le taux d'une tranche marginale d'impôt sur le revenu à 45%, puisque ce que je vous souhaite lorsque vous céderez votre entreprise, c'est que le montant de la plus-value sera supérieur à 150 000 €. Voilà. Donc vous serez rapidement dans la tranche marginale de l'impôt sur le revenu. Ensuite, imposition effective dans le cadre du régime incitatif, qui bénéficie également, donc régime de faveur, qui bénéficie également donc, aux chefs d'entreprise qui partent à la retraite. Et là, on voit que bien, les taux effectifs d'imposition sont nettement plus faibles. Vous avez détention supérieure à 1 an, 35,7%, supérieure à 4 ans, 28,95%, et détention supérieure à 8 ans, ce qui sera le cas pour beaucoup de chefs d'entreprise qui partent à la retraite, bien, ça fait un taux d'imposition de 19,95%. Bon, ce qui est bien plus qu'une exonération totale, mais qui reste quand même un taux relativement raisonnable. Et finalement, vous payez principalement les prélèvements sociaux. Voilà. Donc, en conclusion, on peut dire Bien, effectivement, que plus ça va de soi, plus la durée de détention est importante, plus les leviers fiscaux sont optimisés,
Et quelle que soit cette durée, eh bien, l'acquisition ou la transmission de l'entreprise doit tenir compte des modes de sortie, c'est-à-dire de la transmission, cession ou donation. On en est au stade où on a un chef d'entreprise qui souhaite transmettre, qui souhaite céder les titres de son entreprise et qui se dit est-ce que ce ne serait pas l'occasion de pouvoir faire profiter du fruit de cette cession à certains membres de ma famille. Donc il y a un effet il y a un mécanisme intéressant qui permet d'atténuer la fiscalité sur la plus-value de cession, qui est de faire une donation avant la cession, parce que jusqu'à un certain, on va voir jusqu'à un certain seuil, cette donation permet d'effacer, si vous voulez, la plus-value et de pouvoir transmettre à nos enfants avec une imposition plus limitée. Vous donnez des titres sur une valeur à 100 000 € à chacun de vos enfants. Donc si vous êtes marié sous le régime de la communauté et que vous avez 2 enfants, hein, donc ça fait 400 000 € ça fait 400 000 € de donation qu'on peut donner avec un abattement de 100 000 € par enfant et par part. Donc vous donnez pour un montant de 400 000 € de titres à vos enfants, et après, les enfants et vous-même, vous cédez la totalité de ces titres à un tiers. Donc comme les enfants vont céder à la valeur à laquelle ils ont reçu les titres par voie de donation, ils ont reçu les titres pour 400 000 €, ils vont les vendre pour 400 000 €, il n'y aura donc aucune plus-value sur cette cession, et la donation aura été totalement défiscalisée. Donc ce schéma a tenté d'être remis en cause par l'administration fiscale, qui a dit que c'était un véritable abus de droit et que en fait ce n'était pas une vraie donation et qu'il fallait donc imposer quand même le donataire sur le montant de la plus-value. Et on a eu après plusieurs arrêts du Conseil d'État, de la Cour de cassation, qui est venu rappeler qu'à partir du moment où on donnait effectivement les titres et que le prix de cession était bien encaissé par les bénéficiaires de la donation, que ce n'était pas une donation déguisée, il n'y avait aucun abus de droit, et on avait quand même le choix de choisir le schéma fiscal le plus intéressant, sans que ça soit tout de suite requalifié en abus de droit. Et puis vous avez aussi le système où on peut cumuler les exonérations ou les abattements des transmissions hors du cadre familial avec celles dans le cadre familial. Par exemple, vous avez un de vos enfants qui est salarié de la société dans laquelle vous allez vendre les titres. À ce moment-là, vous lui donnez une valeur de titre pour une valeur de 2 millions d'euros. Vous faites un pacte du trade avec votre enfant sur les titres que vous allez donner. Donc, vous avez un pacte de conservation qui porte au moins sur 34% des titres de la société. Le donateur a moins de 70 ans et le donataire, il est salarié, héritier ou pas. Et donc, on est parti d'une valeur de 2 millions de titres. Donc, vous faites un abattement de 75%. La valeur taxable la valeur taxable donc de la donation, c'est 500 000 €. Le bénéficiaire de la donation est un salarié, donc il y a un abattement taxable, un abattement sur la donation de 300 000 €. Donc vous vous retrouvez avec une base taxable qui est plus que de 200 000 €. Donc on part de 2 millions d'euros, on arrive à 200 000 €. Si le salarié n'est pas un enfant, les droits de donation, c'est un taux de 60%, donc ça fait 120 000 €. Comme le donateur a moins de 70 ans, il y a un abattement de 50% sur les droits. Donc, ce qui fait que vous avez une imposition de cette donation qui se retrouve limitée à 60 000 € pour un bien qui en vaut 2 millions. Si en plus le salarié est un enfant, alors à ce moment-là, sur la valeur de 200 000 €, vous refaites un abattement de 100 000 € puisqu'on peut donner 100 000 € maintenant tous les 15 ans sans droit. Ça fait des droits à 20%.
18 194 €, et après une réduction de 50%, donc le montant de l'imposition sur cette donation se verra limité à 9 000 €, ce qui fait un taux d'imposition global de moins de, vous voyez, de 1%. Le pacte Dutreil, ça reste le levier quand même le plus intéressant, parce qu'à l'origine, il y a maintenant, je sais plus, une dizaine d'années, l'abattement il était de 50%, avec des obligations de conserver les titres, c'était des durées entre 6 plus 8, ça faisait, il y avait 15 ans de donation. Et maintenant, l'abattement, il est de 75%, donc ce qui fait une valeur taxable de 25%, c'est qu'il reste quand même l'effet de levier le plus important sur ces donations. Anouk l'a déjà évoqué en fait, notamment on a un arrêt du Conseil d'État qui est tout frais, qui date de 2014 du 9 avril, et qui vient préciser que, que le contribuable fasse une donation avant de céder les titres à un tiers, c'est son libre choix fiscal et ça ne peut pas entraîner un abus de droit, sauf à requalifier et que la donation soit fictive. Mais les choses sont bien balisées au niveau de la jurisprudence aujourd'hui. Alors par contre, ce qui est très très important, parce qu'on dit qu'on peut y aller, c'est vrai, mais l'administration est toujours quand même elle regarde avec attention ces opérations. Quand on fait une donation avant une cession, il faut vraiment anticiper, ne pas signer d'avant-contrat. Il faut vraiment que la donation soit préalable à la cession. S'il faut commencer à faire des pourparlers, à signer des lettres d'intention vraiment très engageantes, etc., l'administration considère qu'il y a déjà eu une rencontre des consentements avant la donation et qu'à ce moment-là, votre donation, elle est postérieure à la vente. Donc il faut vraiment qu'il y ait un ordre qui soit bien respecté, c'est qu'on donne et après on vend. On ne commence pas à signer trop de documents avant de faire l'opération de donation. Il y a deux schémas où on vous explique, voilà, c'est une monsieur et madame D qui vendent une société qui vaut 4 millions. S'ils ne font pas de donation avant cession, le taux moyen d'imposition, vous verrez, voilà, c'est 22%. Et s'ils font une donation préalable avant cession d'une partie des titres et de 25% des titres à leurs enfants, le taux moyen d'imposition, il passe à 17%. Donc on passe de 22% à 17%, et quand on est à des seuils qui représentent 4 millions d'euros, ben, ça peut commencer à faire, ça fait 150 000 € quoi, hein, d'économie. Donc c'est pas négligeable quand même comme gain. Il y a d'autres leviers qui sont, je pense, connus par beaucoup d'entre vous. Donc, c'est de créer une holding pour acheter les titres ou pour acheter les titres ou pour les céder. Hein. Donc, pourquoi une holding, par exemple, dans le cas d'un chef d'entreprise qui veut céder les titres de sa société, qui ne partira pas à la retraite, mais qui a quand même sa société qui a été créée depuis plus de 10 ans, donc il ne va pas pouvoir bénéficier du taux incitatif, et qui se dit, tiens, ben, c'est peut-être l'occasion de me diversifier, je vais investir dans une autre activité. À ce moment-là, il y a un mécanisme qui fait qu'il peut créer une holding. Il peut créer une holding, et c'est cette holding qui vendra les titres de la société dans laquelle il exerce son activité, et c'est cette holding qui réinvestira dans la nouvelle activité professionnelle. À ce moment-là, je vous épargne tous les schémas fiscaux, à ce moment-là, il n'y a aucune imposition des plus-values, ni en CSG, ni en CRDS, ni en impôt sur le revenu, dans la mesure où il faut qu'il y ait au moins 50% du produit de la vente des titres qui soit réinvesti, du cash que vous allez recevoir, qui soit réinvesti dans l'activité, dans la nouvelle activité que vous allez créer. Et si vous réinvestissez au moins plus de 50% de ce produit de cession, à ce moment-là, vous n'avez aucune imposition de la plus-value. Donc ce schéma est intéressant. La holding aussi, c'est un schéma qui est intéressant pour un acheteur, puisqu'il crée une holding
pour racheter les titres d'une société cible. Et cette société holding va emprunter pour pouvoir acheter les titres de la société. Elle va conclure une intégration fiscale avec la société cible. Elle va pouvoir ainsi, comme ça, amortir le coût d'acquisition, rembourser l'emprunt grâce aux remontées des dividendes de la filiale. Et tout ça va se faire sans imposition, puisque les intérêts qu'on va verser pour le remboursement de l'emprunt vont pouvoir venir se déduire des résultats bénéficiaires de la filiale. Donc ça permet un effet de levier fiscal, c'est le LBO, puisque les dividendes remontent dans la holding sans imposition. Les dividendes servent à rembourser l'emprunt et pendant toute la durée du remboursement de l'emprunt, eh bien, on a une fiscalité réduite et surtout on n'a aucune imposition au niveau du chef d'entreprise qui lui a investi, parce qu'il n'a pas besoin de se verser à titre personnel des dividendes sur lesquels il va devoir payer des impôts très importants pour pouvoir rembourser l'emprunt qu'il aurait fait pour acheter les titres. Bon, là, on rentre dans des schémas classiques. Donc, on rentre dans des schémas classiques, mais sachant que ces opérations d'apport de titres à des sociétés holding sont maintenant quand même plus encadrées, on va dire, qu'auparavant. Donc, quand on fait des apports de titres maintenant à des sociétés, à l'impôt sur les sociétés, et qu'on contrôle cette société holding, l'apport de titres va déclencher une plus-value. Cette plus-value, elle n'est pas imposée. Autrefois, depuis 2001, elle était déclarée en sursis. On ne la déclarait pas. Il y avait un sursis d'imposition automatique. Maintenant, il va falloir déclarer le montant de cette plus-value. Elle est automatique, mais il faudra quand même la déclarer et il faudra indiquer à l'administration fiscale le montant de cette plus-value en report. Et les titres que vous avez apportés dans cette holding, par exemple, vous avez une société cible, vous les apportez à une holding. Si vous cédez les titres de la société cible avant un délai de 36 mois, eh bien, ça déclenchera l'imposition des plus-values d'apport. Donc, sauf à réinvestir 50% dans une autre activité industrielle. Donc, d'où l'importance de prendre conseil quand on veut faire une holding. En apportant des titres, il faut savoir quel est l'objectif qu'on a à moyen terme. Si c'est pour revendre tout de suite les titres de la société cible sans imposition, ça ne marche plus. Ça. Il faut les garder au moins 36 mois ou au moins réinvestir dans une activité. Il faut donc avoir un banc du trade chez soi et encore un petit holding en accompagnement dans les tiroirs pour que le moment venu, on puisse les sortir et les aménager pour pouvoir bénéficier du maximum de ces dispositions qui viennent de vous être exposées. Mais là, nous passons à un sujet qui est directement la réalisation elle-même de la cession. On a pris des précautions fiscales. Il y a un autre enjeu. On a vu que le premier enjeu était un enjeu économique. On a vu que le deuxième enjeu était une optimisation fiscale, parce qu'on ne peut plus jouer sur l'exonération. Donc on va optimiser fiscalement. Le troisième enjeu, c'est la sécurité juridique de l'opération. Pour faire une sécurité juridique de l'opération, bien, je ne vous dirai pas qu'il faut vous entourer d'un bon conseil. Vous en avez devant vous, merci. Mais je crois qu'il faut bien prendre conscience, quand on s'engage dans le processus de cession lui-même, de la phase dans laquelle on s'avance. Parce que si on rate une de ces phases, et notamment on va voir la première, parce qu'on ne va pas tout examiner, ça serait beaucoup trop long, on va examiner la première phase qui est celle de la première rencontre entre l'acquéreur et le vendeur, qui se manifeste aujourd'hui, la plupart du temps, par la signature d'une lettre d'intention, ce qu'on appelle la LOI. La lettre d'intention est importante à plusieurs niveaux parce que, un niveau général d'abord, c'est elle qui pose le cadre général dans lequel on va céder. La deuxième importance de la lettre d'intention, c'est que ça commence à donner déjà beaucoup de détails sur la manière dont la cession va être faite.
Donc on se dit, tiens, je vais exiger de mon acquéreur, puisque j'en ai déjà eu 4 qui sont partis sans rien me répondre, etc. Je vais maintenant, pour me baisser, montrer mes bilans, commencer à faire visiter l'entreprise, je vais peut-être exiger que mon acquéreur me signe une véritable lettre d'intention. Il faut savoir ce qu'on attend de cette lettre d'intention si on est le vendeur, et il faut savoir aussi ce qu'on peut faire si on est l'acquéreur. Ça c'est vraiment important, parce qu'une fois qu'on a signé cette lettre d'intention, ça va marquer le terrain tout le long, jusqu'à la réalisation définitive, et jusqu'à qu'après que l'acquéreur soit devenu le nouveau propriétaire de l'entreprise. Cette lettre d'intention, elle doit être particulièrement, je dirais, précise, parce qu'elle joue pour l'avenir et pendant longtemps. Elle doit être simple, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les termes, et on va voir vite pourquoi. Il faut qu'elle soit objective, c'est-à-dire qu'elle ne tienne pas compte trop d'un sentiment. Je verrai bien quand ça sera venu, si les résultats de l'audit sont suffisants, eh bien dans ce cas-là, je manifesterai mon intention d'acquérir. Ça, il ne faut pas que ça puisse exister dans les lolis que vous remplissez, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut qu'elle soit prudente pour pouvoir anticiper toutes les situations. La première indication qui est importante, c'est celle de l'identité de l'acheteur. Vous avez un acheteur qui se présente, généralement c'est une personne physique, et ça ne sera pas lui qui va acheter, bien évidemment, parce que lui-même il est doté, c'est déjà un professionnel, il est déjà doté de société, et quelle est la société qui va être présentée devant vous? Il se passe, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de personnes, beaucoup de cas dans lesquels on rencontre des personnes qui signent des lettres d'intention, des acquéreurs, et qui en fait ne sont pas des vrais acquéreurs. Ils en présentent, c'est les câlins d'Adraï, ils en présentent l'apparence, ils en présentent la couleur, mais ils n'ont rien de l'acquéreur. En fait, ce sont des négociateurs de premier rang. Ils achètent l'entreprise, ils signent un protocole et ils le revendent derrière pour se faire la marge. Parce que comme on a une tendance à tirer les prix vers le bas, vous vous trouvez devant des acquéreurs qui se disent si j'ai déjà une cible qui est intéressée, je vais acquérir moi et je revends tout de suite et je me prends un petit passage. Bien sûr, je vais avoir une fiscalité, mais qu'importe cette fiscalité, puisque je vais avoir immédiatement un profit. Donc la lettre d'intention est vraiment un élément important. L'identité de l'acheteur, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le périmètre de la cession. La difficulté dans les petites entreprises comme dans les grandes, c'est qu'on n'a pas défini exactement ce qui était à vendre et ce qui était voulu comme achat. L'identité, est-ce que c'est tel établissement? Est-ce que c'est telle société? Est-ce que ce sont les actifs de la société? Est-ce que c'est la société, le groupe de sociétés, la holding, avec tout ce qui est en dessous? Ou bien est-ce qu'il va falloir prévoir de sortir des éléments en dessous de la holding? Notamment, il y a des immeubles que le vendeur voudrait garder. Il faudra les sortir avant la cession. Et donc, il faut bien définir le périmètre de la cession. La troisième indication, bien sûr, est évidente, c'est celle du prix de cession. Alors, c'est difficile quand on est à la première intention de vente ou d'achat, de dire le prix sera de tel montant. Parce que l'acheteur, il ne le fait que sur la face apparente de l'entreprise, ses bilans, ses éléments publics, et ceux qu'on a bien voulu lui donner. C'est bien sûr préserver la transmission des secrets de l'entreprise, mais on transmet quand même un certain nombre de données qui sont des données officielles et assez publiques, voire tout à fait publiques. Je dis voire tout à fait public parce qu'aujourd'hui, on ne publie plus grand-chose au registre du commerce. Donc les statistiques au registre du commerce, elles sont à prendre avec des pincettes. La détermination du prix est le souci numéro 1 d'une bonne définition dans la lettre d'intention. Si nous voulons considérer la réussite, c'est d'abord l'accord sur le prix. Pourquoi je vous dis ça? Surtout parce qu'il y a des audits qui vont intervenir généralement à 2 niveaux. Je signe la lettre d'intention, moi acquéreur, immédiatement j'envoie mes auditeurs pour faire au moins une revue juridique de l'entreprise que je veux racheter. Cette revue juridique, fiscale, économique, financière, comptable, hop, on passe tout en revue rapidement, c'est pour ça qu'on appelle ça une revue. Il faut en définir tout à fait le cadre, la chronologie. Il ne faut pas se faire non plus, mettre sans dessus-dessous l'entreprise parce qu'il y a une armée de 4 ou 5 jeunes technocrates qui arrivent et qui font ouvrir tous les tiroirs et qui commencent à regarder partout.
Alors que peut-être que l'acquéreur n'achètera pas, on n'en est qu'à la déclaration d'intention pour l'instant. Donc bien définir ces audits, c'est la première étape, et ensuite on aura une deuxième étape d'audit, c'est après la signature d'un protocole bien précis, à l'issue de cette période de lettre d'intention, il y aura un deuxième audit pour pouvoir signer la cession définitive. Donc on va en voir passer du monde. Il faut bien s'occuper de ce genre de choses-là. Ensuite, la quatrième indication très importante, c'est le montant des fonds propres que doit mettre l'acquéreur. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un problème de financement. Le montant des fonds propres est une préoccupation essentielle parce que si vous avez un acquéreur qui vous présente une bonne mine mais qu'en fait il n'a pas les sous, vous allez perdre votre temps, vous allez dépenser beaucoup d'argent et ça ne se fera pas parce qu'il ne trouvera pas les financements pour pouvoir le faire. Donc il faut vous acquérir que les fonds propres sont suffisants pour pouvoir obtenir un financement. Enfin, je dirais que l'indication la plus importante, c'est celle de la garantie d'actifs et de passifs. Généralement, on n'y pense pas dans la LOI. On se dit, on verra les conditions de la garantie d'actifs et de passifs quand on signera la vente définitive. D'ailleurs, les garanties d'actifs et de passifs, on les trouve aussi dans les donations, je vous signale. Parce que les bénéficiaires de la donation ne sont peut-être pas forcément les anciens dirigeants, et c'est peut-être pas forcément des gens qui connaissent l'entreprise, ça peut être des gens de la famille ou des gens non de la famille et qui vont exiger d'avoir une garantie de passif. Donc c'est une considération peut-être plus générale, la garantie de passif, mais la garantie d'actifs et de passifs, elle est prévue, il faut la prévoir dans les cessions, je dirais, dès la lettre d'intention. Comment ça va fonctionner? Quel est le plafond de la garantie? Moi, je vais exiger combien? J'ai un prix de cession de 5 millions, je vais exiger un plafond de garantie, moi, acquéreur, à 5 millions, puisque je donne 5 millions. Comme garantie, 5 millions. Le vendeur va dire non, moi, ce ne sera pas 5 millions, ce sera 1 million. Et voyez qu'on aura pu avancer dans les préliminaires à la cession. Si on n'est pas d'accord sur ce montant-là, à la fin, rien ne se signera. Donc il faut tout de suite purger ce genre de problème rapidement. Pour l'intérêt des deux parties, pour que personne ne perde de temps. La garantie de passif, c'est aussi, rapidement, combien de temps? Est-ce que ça va durer 15 ans, 20 ans, 5 ans, 1 an, 2 ans? Est-ce que je vais rester, moi, vendeur, garant de ma société? Quels sont les objets aussi de cette garantie? Vous voyez, c'est des petites choses simples, c'est des points, à la limite, ça peut être sans phrase, ça peut être une liste, je dirais, descriptive, sans aucune phrase, rien du tout. On peut mettre montant, durée, exonération, etc., etc. Ça peut aller très vite, il n'y a pas d'effort rédactionnel à faire, simplement un effort d'anticipation du problème. Et notamment, un problème important, que l'on voit de plus en plus, c'est la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Lorsque vous cédez votre entreprise, la première prudence, et lorsque vous l'achetez, la première prudence, c'est de vous prémunir de la responsabilité pénale qui va vous échoir du fait des actes de la personne qui était l'ancien dirigeant. Et dans les donations, c'est le cas. Papa a fait des bêtises, c'est Robert qui paye. Donc, cette responsabilité pénale, elle fait l'objet d'une définition dans la garantie d'actifs et de passifs, mais elle dépasse très largement le cadre conventionnel. On n'a pas le temps, malheureusement, de s'étendre là-dessus. Elle dépasse très largement le cadre conventionnel. Il y a des prudences et des précautions à prendre, parce qu'il y a des lois qui s'appliquent au-delà des conventions. On est dans le domaine pénal. On n'est plus dans le domaine simplement conventionnel d'une vente de gré à gré entre des personnes. Donc, pensez à purger également ce problème. Quelle est la durée et sur quoi portera cette garantie, de manière à ce que, sur le plan pénal, il n'y ait pas de restriction pour, si vous êtes acheteur et si vous êtes vendeur, pour que vous introduisiez des restrictions autant que la loi le permet. Toute l'équipe est avocat, expert comptable, banquier, notaire dans le cas de la connaissance de la famille. Voilà, il faut régulièrement communiquer avec ses conseils, être transparent pour avoir les meilleures réponses pertinentes. On travaille ensemble et c'est ça la meilleure chose. Moi, on ne sait pas faire le banquier, il ne sait pas faire. Il n'est pas au courant de toute l'actualité de la veille, de ce qui s'est fait il y a un mois, des arrêts, des bêtises qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, chacun son métier et on avance ensemble et c'est là la meilleure garantie pour vous. Voilà. Et très en amont, on a parlé de tout, les donations c'est en amont. C'est un an.
2 ans, 3 ans qu'il faut s'occuper, commencer à en parler, commencer à voir si on a les bons dispositifs juridiques, si on est sur la bonne structure juridique. Voilà, tout ça c'est important. Outre le fait que nous avons été ravis de vous faire ce rapide exposé, ayez vraiment en tête d'abord de soigner la présentation de vos bilans, ça c'est la première chose, qui est la source d'information, première source d'information que vous transmettrez. C'est la source d'information sur laquelle l'administration fiscale se basera pour voir les évaluations de vos donations, confirmation ou infirmation. C'est la source d'information sur laquelle, et notamment sur la base de vos fonds de roulement, sur laquelle sera jugée la valeur de votre entreprise, puisqu'aujourd'hui les critères d'évaluation des entreprises sont d'abord des critères financiers, sauf pour les grands groupes qui veulent acheter des parts de marché, mais ça c'est un nombre de sessions, on l'a vu, qui est relativement limité. Ayez une holding, ça c'est vrai. C'est vrai. Que ce soit pour la transmission dans le cadre de la famille, ou que ce soit, même si elle ne vous sert à rien dans l'immédiat, vous ne voulez pas l'activer, vous n'allez pas résister à la tentation de l'activer pendant plus d'un an, vous allez voir. Ayez une holding, c'est vraiment important, parce que si on doit la constituer au dernier moment, c'est trop tard. On va prendre des risques fiscaux, on va essayer de faire passer le chameau par le trou de la serrure. C'est quand même des opérations qui se publient. C'est quand même des modifications substantielles dans la composition du capital qui font qu'un certain nombre de personnes se posent des questions. Donc il faut faire les choses doucement. Une cession, si on veut céder, si par exemple je savais que je veux céder dans 5 ans, je m'y prends tout de suite, j'attends pas. Si je ne sais pas si je veux céder ou non dans 5 ans, je m'y prends tout de suite quand même. Vous voyez, c'est parce que l'avenir économique étant instable et que le moyen de s'en sortir sera certainement la cession d'entreprise. C'est la tendance de notre objectif, de notre exposé, pardon. Le moyen de se sortir de la difficulté que l'on voit poindre, ça sera certainement de céder. Et de trouver quelqu'un qui aura d'autres moyens pour pouvoir essayer de faire que l'entreprise continue de se développer. Ça, c'est vraiment important. Souvent, un nouveau regard sur l'entreprise sauve une entreprise ou lui donne une orientation qui lui permet de remonter de nouveau. Parce que quand on est chef d'entreprise, une entreprise depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, on s'use à regarder toujours le guidon, à soulever les fesses dans les côtes, à regarder devant, etc. Et on n'a plus toujours une vision très très saine sur les causes pour lesquelles ce chiffre d'affaires qui peine, ça n'arrive pas, mais c'est de la faute à, non, c'est la faute à personne. Il faut donner un autre regard sur l'entreprise, il faut sortir de l'entreprise, en faire le tour, ce qu'on utilise chez les pédagogues depuis le XIVe siècle, on fait le tour de l'urne et on regarde par où on peut y rentrer. Voilà. Parce que l'élève est toujours une urne et le professeur est celui qui le stratège. Voilà. Donc c'est l'image qu'on utilisait en méthode pédagogique et qui est toujours utilisée aujourd'hui. Voilà, donc une holding. Un petit Dutrail si vous avez de la famille prévisible de temps, ça fait pas de mal, c'est rien du tout, c'est un petit accord. Voilà, être prêt, un bon bilan, soigner son bilan, se dire que c'est peut-être demain matin qu'il va falloir céder. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.